Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le banlieusard.fr. On reçoit aujourd'hui monsieur Philippe Poutou, les candidats face aux banlieues, diffusés sur le site d'information banlieusard.fr lancé par Kerry James. Philippe Poutou, merci beaucoup. On ne vous présente plus. Vous êtes le candidat à l'élection présidentielle investi par le NPA qui a fait sensation lors du grand débat présidentiel où vous n'avez pas hésité à confronter les candidats à leurs contradictions et démêler avec la justice. Et s'en est suivi d'ailleurs une série de courtes vidéos hilarantes qui reprennent vos petites phrases chocs et certaines d'entre elles ont même atteint les millions de vues. Finalement, le regain de popularité que vous avez connu depuis le grand débat présidentiel révèle que la moralisation de la vie politique est une préoccupation largement partagée par les Françaises et les Français. Et j'en arrive donc à ma première petite question. Avant de donner la parole à nos intervenantes et intervenants, quelles mesures proposez-vous justement pour assainir ce milieu politique corrompu que vous n'avez de cesse de dénoncer? Il y a deux types de mesures, on pourrait dire. Il y a une mesure immédiate où ce qui paraît le plus abordable, c'est discuter du revenu des élus, par exemple, de donner un revenu maximum. Nous, on dit 2300 € net par mois maxi, qui correspondrait à une moyenne de salaire de l'ensemble de la population, encore une moyenne assez haute. C'est l'interdiction du cumul des mandats, c'est maximum 2 mandats sur la durée. Après, c'est le retour à un boulot normal. Et puis, c'est la révocabilité. Puis après, tout le système électoral aussi, il y aurait quand même pas mal de règles sur le fait qu'on ait la proportionnelle intégrale, enfin, en fait, ce serait modifier toutes ces règles-là. Mais ça, c'est des revendications qu'on a pour faire face, on va dire, immédiatement à tout ce qui peut être la dérive du monde politique, parce que c'est un monde politique professionnel, et puis on voit que c'est une déconnexion de la population, puis c'est une vraie connexion avec les milieux riches. Mais après, globalement, en fait, c'est tout le problème de la société, du pouvoir et de la démocratie qu'on remet en cause. Nous, on pense qu'il faut que la population, elle fasse de la politique elle-même. Voilà, il faut que ce soit des millions de gens qui s'occupent de ça, qui se discutent, et puis qui puissent décider. Donc, c'est revoir de fond en comble le pouvoir politique. Supprimer par exemple l'immunité parlementaire, ça serait une de vos mesures? Oui, alors l'immunité parlementaire, elle a deux aspects. Elle a un aspect de protection qui est justifié en fait, parce que sinon, on a vu plein de pouvoirs s'en prendre à des députés d'opposition. Donc l'immunité, elle sert à ça, mais en réalité aujourd'hui, l'immunité, elle permet finalement à protéger les élus de toutes les malversations. Donc c'est ça le problème, c'est de trouver un système qui puisse protéger. Mais en fait, le vrai problème, c'est la démocratie réelle, quoi. C'est-à-dire que c'est une population. Enfin, et d'ailleurs, le problème de la démocratie, c'est pas juste un problème de représentation politique, c'est aussi l'économie. L'économie à qui elle appartient, qui c'est qui dirige, pourquoi on produit, comment on produit. Donc, en fait, c'est revoir de fond en comble cette société-là. C'est pour ça que nous, on est pour le renversement du capitalisme et qu'on discute d'une économie socialisée, puis aussi d'un pouvoir réellement entre les mains de la population. Très bien. On va en discuter sans plus attendre avec nos intervenantes et intervenants qui sont tous originaires des banlieues. Alors, je vous présente à ma gauche Mamassi, qui a 30 ans et qui est domiciliée à Étampes. Alors, si l'on devait résumer votre parcours, Mama, on pourrait faire comme vous et citer Nelson Mandela qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Vous êtes éducatrice spécialisée dans le domaine de la prévention pour une association qui œuvre dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis. Vous êtes également militante associative, notamment dans le champ du co-développement, de l'éducation et de la santé. Et vous êtes élue à la jeunesse, à l'apprentissage et à la réussite éducative à Étampes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, Malika Mansouri, vous avez 52 ans, vous êtes domiciliée en Seine-Saint-Denis. Vous êtes maître de conférences en psychologie clinique à l'université Paris-Descartes, mais également à la Sorbonne Paris-Cité. Vous êtes psychologue, psychanalyste, en tout cas vous l'avez été durant 15 ans en pédopsychiatrie en Seine-Saint-Denis. Désormais, vous travaillez dans la protection de l'enfance, toujours dans le 93. Vous êtes également auteur de l'ouvrage « Révolte post-coloniale au cœur de l'Hexagone », publié par Presse universitaire française en 2013. Monsieur Julien Laziou, bonjour. Vous avez 33 ans. Vous êtes domicilié à Antony dans le 92. Vous êtes entrepreneur, cofondateur de la franchise Permis Malin, leader de la location de voitures auto-école à double commande. Alors ça va ravir Monsieur Poutou. On va lui expliquer un petit peu en quoi consiste cette activité. Votre offre s'adresse aux postulants au permis de conduire qui, accompagnés d'une personne titulaire d'un permis B depuis plus de 5 ans, perfectionnent leur formation auto-école à moindre coût. Et enfin, nous avons juste à vos côtés Monsieur Alois Belkité, qui a 52 ans. Vous êtes domicilié à Bagnolet. Vous avez été animateur de centre de quartier pendant 15 ans, enseignant pendant un peu plus de 20 ans. Et aujourd'hui, vous êtes directeur d'une école élémentaire à Bagnolet, mais également militant associatif, dirigeant également d'un club de football.
Avec vous, Philippe Poutou, on va bien sûr parler de banlieue, mais également de travail, de jeunesse, de sécurité, de vivre ensemble, de politique étrangère. Et parce qu'on est sympa chez Banlieusards, ce qui doit peut-être vous changer un peu de certains plateaux télé, on va débuter l'échange avec votre thème de prédilection, le travail. Et je donne tout de suite la parole à monsieur Julien Laziou, s'il vous plaît. Bonjour monsieur Poutou. Alors voilà, moi je vous explique, c'est que j'ai écouté un petit peu tous vos discours, j'ai pris le temps aussi de lire votre programme. C'est vrai que vous avez beaucoup un discours sur nous, les gens d'en bas, contre le patronat. Et moi je m'y retrouve pas, parce que je me considère pas comme un patron du CAC 40. Et de l'autre côté, je serais plutôt vu, je pense, comme un patron d'en bas. Et donc ma question en fait, c'est que vous me dites que vous avez un discours pour les petits patrons. D'accord, c'est ce que j'entends dire. Vous dites aussi dessus, ce que je voudrais savoir en fait, c'est par rapport à ça, qu'entendez-vous par petit patron? D'accord, sur quels critères vous allez vous baser pour dire qui est un petit patron ou un patron? C'est sur le salaire, sur la masse salariale qu'on peut avoir, et aussi quelles seront les mesures que vous pouvez proposer pour ces petits patrons? Non, mais c'est vrai que on est anticapitaliste, donc en fait quand on discute et qu'on conteste le capitalisme, on conteste les multinationales, les gros capitalistes, et on distingue pas en général, on dit ça, voilà, même sur toutes les questions, même l'interdiction des licenciements, on s'en prend aux grosses sociétés capitalistes qui font des tas de bénéfices, des milliards de bénéfices, et en fait on ne distingue pas, et on nous reproche souvent, bon, c'est ce que vous dites, que en fait le patronat c'est des gros, des exploiteurs, mais aussi c'est des moyens, c'est des petits, puis même on peut dire des tout petits, puisqu'après il y a l'artisanat, le commerce, ou même dans l'agriculture, les tout petits exploitants, les petits paysans qui sont tout seuls avec leur famille. Donc dans quelle catégorie on met tout ça, quoi? Donc en fait, nous, on pense que le problème, c'est le capitalisme, comment ça fonctionne, comment en fait des gens, parce qu'ils possèdent, parce qu'ils ont des richesses, et ils peuvent exploiter le travail des autres, et donc exploiter les autres et s'enrichir sur le dos des autres. Donc c'est ce système-là qu'on remet en question. Donc c'est le fonctionnement du système économique. Après, c'est vrai qu'il y a ceux qui sont tout en bas, des salariés, qui n'ont aucun intérêt à défendre cette société, donc on s'adresse en particulier à eux. Mais maintenant, évidemment, qu'il y a tout ce qu'on peut dire d'intermédiaire. Et après, c'est comment, en fait, on peut convaincre même l'ensemble des petits patrons ou des directeurs de petites entreprises, tout ça, de finalement de se ranger de notre côté, parce qu'en fait c'est le système économique capitaliste qu'il faut dégommer. Et on voit bien aussi que les petits sont écrasés par les gros. On voit bien que à travers la sous-traitance, à travers la filialisation, on voit bien aussi tout ce qui se passe, comment les grosses entreprises, les donneurs d'ordre mettent la pression sur les petites, et encore après les petites, il y a les moyennes, il y a les petites, parce qu'après c'est ce que vous me demandez, c'est où c'est qu'on met des frontières. C'est quand même très difficile à mettre des frontières. Mais voilà, donc c'est comment on arrive à convaincre qu'il y a un système à remettre en cause, et évidemment ça veut dire être en capacité d'attirer aussi les petits paysans qui veulent pas devenir gros, parce que devenir gros, c'est finalement aussi se faire bouffer, ou c'est finalement se compliquer la vie, ou se durcir la vie. Et dans les petites entreprises, c'est pareil, comment on peut... Mais ceci dit, après, dans les petites entreprises, les PME, PMI, il y a aussi des exploiteurs, quoi, des gens qui pensent qu'au pognon, qui pensent qui sont prêts à licencier sans scrupule aussi. Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Je pense qu'après, c'est comment on arrive à remettre en code, surtout à se mettre d'accord sur cette idée que c'est quand même se faire du pognon en exploitant le travail des autres, c'est quand même un problème. Mais là, on n'inclut pas, évidemment, des petits artisans ou des gens comme un ou deux salariés. Enfin, voilà, comment ça se passe. Il y en a qui disent ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Bon, mais nous, on veut bien le croire, tout ça. Mais voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que nous, dans le discours, on ne distingue pas. On dit les patrons, les patrons, c'est des exploiteurs. Mais le souci, c'est ça. C'est que nous, on subit, en fait, ces dommages collatéraux. De l'autre côté, il faut comprendre qu'il y a plus de 99% des entreprises qui sont soit des TPE, soit des PME. Ouais. Ça veut dire qu'on subit pour une minorité de patrons, d'énormes patrons, en fait, dessus, alors que la grande majorité, c'est des petites sociétés, comme vous êtes représentés. Donc, je pense on mérite, en tout cas, quand même aussi un programme qui soit clairement identifié pour les patrons, pour les entrepreneurs, pour les petites sociétés, pour ces personnes-là. Donc, c'est ça qui m'inquiète, parce que quand vous êtes en train de parler toujours de patrons, vous avez fait des propositions, c'est aussi une question, c'est que vous souhaitez donner plus de droits aux salariés. C'est légitime. Vous parlez du SMIC à 1 700 €, d'augmenter tous les salaires à plus de 300 €. On parle aussi de la semaine de 32 heures sur 4 jours, l'interdiction de licencier. Ma question, c'est aussi qui va payer, parce que vous en parlez pour les gros patrons, mais moi, je suis petit patron, ça veut dire que je vais aussi subir ces changements-là. Comment je vais faire, moi, pour payer? C'est moi qui devrais payer cela, ou vous avez une autre solution?
Ouais, alors, il y a juste avant une petite réponse sur le fait que vous ne sentez pas concerné quand nous on dénonce le patronat. Mais ceci dit aussi, ce qui peut manquer, c'est que ce soit du côté des paysans, des agriculteurs ou même des PME, PMI ou des petits patrons, c'est aussi que syndicalement, il y a un problème qui est posé, c'est qu'en fait, à aucun moment, bon, on le voit par exemple la FNSEA, qui est en fait en réalité les représentants des gros propriétaires, mais il y en a plein qui sont des petits propriétaires ou des petits exploitants qui sont dans la FNSEA et qui donc se font absorber par les logiques capitalistes et c'est eux-mêmes, on voit qu'il y a du mal aussi à ce qu'il y ait un distinguo, c'est-à-dire qu'eux-mêmes du côté des petits paysans, mais comme du côté des petits patrons par exemple, il pourrait y avoir aussi en disant nous le MEDEF on n'en veut pas, nous la FNSEA on n'en veut pas, nous on est bien conscient qu'il y a un système capitaliste qui est dégueulasse, qui se traduit aujourd'hui par plus d'exploitation, c'est les bas salaires, c'est les licenciements, c'est la remise en cause des conditions de travail. Il manque aussi cette voie-là du côté qui remet en cause l'écrasement, enfin les logiques libérales et tout ça. C'est pour ça qu'il y a peut-être nous qui distinguons pas, mais on n'a pas aussi beaucoup de points d'appui qui pourraient nous permettre de dire, regardez, on pourrait mener des batailles ensemble avec ou un syndicat du côté des PME, PMI ou du côté des paysans. Bon, paysans, il y a la coordination, la Confédération paysanne notamment, ou le MODEF, avec lesquels on peut collaborer parce qu'ils ont une vision aussi anticapitaliste et donc contre les gros. Mais voilà, c'est ça qui manque aussi. C'est-à-dire que nous, on peut avoir le défaut de ne pas distinguer ou de ne pas, des fois, essayer de s'appuyer sur des couches intermédiaires, mais aussi du côté donc, des petites entreprises, il y a aussi cette difficulté-là de s'émanciper et de dire oui, on est bien conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ça revient à ce que vous disiez, c'est qu'en fait, comment on fait pour respecter les conditions de travail et les salaires et dans toutes les entreprises? Monsieur, parce qu'en fait, pardonnez-moi, mais concrètement, qui va payer pour revenir à la question de Monsieur Lazieux? Bien sûr. Oui. Donc là, c'était aussi cette question-là mais donc à la base, on est bien d'accord qu'il faut assurer des conditions de salaire et des conditions de travail correctes pour tout le monde. Moi, je ne veux pas être assimilé à Lactalis, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas le patron de Lactalis dessus. Je suis totalement opposé à son mode de fonctionnement. Donc c'est pour ça que aussi je mérite quand même un programme distinct de cette personne-là ou de ce type de personne-là, bien entendu. Alors les grosses entreprises, voilà, c'est facile à voir quand avec les milliards de profits. Bon, c'est à eux de payer à la fois le maintien des emplois, les bonnes rémunérations. Il y a cet aspect-là. Mais après, alors, nous, ce qu'on discute beaucoup, c'est qu'effectivement, pour les petites entreprises, les toutes petites entreprises, parce que là aussi, il faut plutôt discuter des toutes petites, parce que les intermédiaires, il y en a beaucoup qui font quand même pas mal de pognon. Mais les toutes petites entreprises, c'est l'idée d'une sécurité sociale très développée. C'est-à-dire, en fait, nous, on dit qu'il faudrait une branche de la sécurité sociale qui permette justement de maintenir les revenus et donc de faire en sorte qu'il n'y ait plus de licenciements. Et donc, c'est tout ça et ça suppose donc prendre l'argent chez les gros. Donc c'est sur les profits, c'est pour ça qu'on discute de l'impôt sur les bénéfices qu'il faut réaugmenter, qu'il faut arrêter les cadeaux fiscaux au patronat, les 20 milliards par exemple du CICE, parce qu'en fait c'est les gros qui profitent de tout, hein, c'est comme dans l'agriculture, c'est les gros qui profitent des aides, et puis c'est arrêter les exonérations de cotisations sociales. En fait c'est refinancer tout un système de solidarité, tout un système de protection sociale qui permettent justement de répondre au problème des retraites et du chômage, enfin de la maladie et du chômage, et donc d'assurer le maintien du revenu pour tout le monde et donc dans les petites entreprises. D'accord. Si vous le voulez bien, on va donner la parole aussi à Mamassi qui a une question à vous poser. Bonjour Monsieur Poutou. Moi j'aimerais que vous me parliez s'il vous plaît du salaire d'autonomie que vous avez proposé, parce que j'ai pas vraiment compris en fait l'idée de fond, et savoir justement à combien et comment ça va être financé. Pour les jeunes ou globalement pour les... Vous avez mis revenu d'autonomie à partir de 16 ans. Donc, ouais, pour les jeunes. Ouais. Sans nous mettre jusque quand? Ouais, c'est un pré-salaire, on appelle ça aussi un pré-salaire. Ouais, mais encore. L'idée, globalement, avant de revenir sur ce truc précis, c'est qu'on pense que la société devrait permettre à ce que tous les gens, toute la population vivent normalement, décemment. Donc on est à l'opposé d'une société comme celle qui est aujourd'hui, où c'est la jungle. Hein. Si on n'a pas de boulot, tant pis. Si on est handicapé, tant pis. Si on est victime de telle ou telle discrimination, tant pis. Si on est femme, tant pis. Voilà. Et c'est la loi de la jungle. Et qui qu'on soit, on n'est pas du tout à égalité. Donc nous, on voudrait discuter que la société elle a largement les moyens de tout, et donc d'assurer le minimum. C'est un emploi pour tout le monde, un revenu pour tout le monde, un logement pour tout le monde. Et c'est pour ça que d'abord on discute de développer les services publics. Les services publics, c'est quand même la structure collective qui permet de faire face à
en tout cas de répondre à la population et surtout les plus fragiles. Donc c'est pour ça qu'on discute d'un accès gratuit à la santé, au logement, l'éducation, la culture, enfin voilà. Donc ça c'est les choses, et une société qui devrait être capable de mettre ça en place. Et après donc aujourd'hui par rapport à la jeunesse par exemple, aujourd'hui on voit bien que les jeunes, alors les jeunes des milieux riches, ils ont en général pas de problème, hein, ils ont tout financé par les familles riches, mais après c'est comment on discute d'une égalité pour l'étude pour l'ensemble de la population. Et donc ça suppose quand même que des jeunes ils aient une allocation d'autonomie ou en tout cas un pré-salaire, c'est-à-dire qu'en fait qu'ils puissent étudier sans être obligés de se faire exploiter ou de bosser dans des conditions exécrables, et qui fait que du coup ils n'ont plus les mêmes conditions pour étudier, et en général on va vers l'échec d'études. Donc c'est une réponse à ça, c'est-à-dire qu'en fait à se faire en sorte que les jeunes ils puissent étudier, donc avoir un revenu qui leur permette ou de payer un loyer ou enfin de vivre normalement et de manière autonome. Et ça c'est, alors après on discute d'un pré-salaire, alors on a même des débats entre nous parce que quel chiffre on met, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui un pré-salaire qui permettrait aux jeunes d'étudier correctement. Bon voilà, est-ce que c'est un SMIC, est-ce que c'est un peu moins qu'un SMIC, mais en tout cas cette idée-là c'est ça, c'est d'assurer les moyens pour la jeunesse, toute la jeunesse de pouvoir étudier. On va y revenir, on va juste redonner le micro à Julien qui voudrait réagir à un propos que vous avez eu à l'antenne au micro de Monsieur Bourdin. Alors ce que je voulais savoir c'est que par rapport en fait, vous parlez en fait de l'interdiction des licenciements. Je ne sais pas exactement comment vous voyez cette chose-là. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur, moi, en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que je suis plus libre de pouvoir directement licencier pour tel ou tel motif. C'est ça que ça me donne comme impression, de licencier pour tel ou tel motif une personne avec qui je ne peux plus travailler en tant que salarié. Donc c'est vrai que je pense que c'est ce qu'on doit quand même vous dire assez régulièrement, c'est de l'autre côté, je vais employer personne si de l'autre côté je peux pas après le licencier si j'ai besoin. Donc je voulais savoir en fait de quelle manière vous voyez en fait, pour quel motif en fait on pourrait encore licencier. Est-ce que vous visez tous les licenciements, même le licenciement pour faute? Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que quand par définition un salarié il a besoin d'un travail pour vivre. Voilà. Donc alors le problème qu'il y a, c'est ça, c'est qu'en fait on bosse pour quelqu'un, donc on est dans des rapports, on n'est pas dans des rapports à égalité quand en fait on va trouver un emploi chez quelqu'un qui possède une entreprise et qui donne du boulot. Donc on est dans des, je sais plus comment on appelle ça, dans le contrat de travail, enfin des rapports de subordination. Donc, et le problème qu'il y a, c'est que si on perd notre boulot, on perd notre salaire et donc on ne peut plus vivre. Un salarié qui refuserait de travailler ou qui divulguerait des informations confidentielles. Non, mais on ne peut pas discuter de questions comme ça individuelles, c'est déjà des questions de principe de fond. C'est-à-dire qu'une société, elle ne doit pas pouvoir enlever des moyens de vivre à une personne. Donc c'est ça. Donc dans l'interdiction des licenciements, il y a ce droit au travail, ce droit à vivre. Déjà, c'est de garantir ça. Après, il y aura toujours des tas de cas individuels, des voleurs, des tricheurs, des gens qui vont bastonner un collègue. Qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là? Évidemment, hein, les cas de licenciement disciplinaire et tout ça. Mais nous, ce qu'on veut pas, c'est que ce soit le patron qui ait ce droit-là. Ça devrait être un truc collectif. Là, par exemple, dans une entreprise, un collègue qui vole un autre collègue, il se fait licencier, en règle générale. Bon, pourquoi c'est le patron qui décide de ça? Nous, on refuse ça. C'est que ça peut être aussi une discussion collective. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi et les conséquences sont très graves, en fait. Parce que quand on est licencié pour faute grave, par exemple, derrière, on perd son boulot. Puis il y a aussi les indemnités qui sont pas les mêmes. Donc c'est ça. En fait, c'est un rapport humain qu'on veut différent. Donc déjà, ça, c'est le principe de base. C'est comme ça. Aujourd'hui, si on n'a pas notre boulot, on n'a pas de quoi vivre. Donc déjà, comment on discute de cette question-là, d'une garantie d'un revenu, d'une garantie Enfin voilà. Donc, alors après, évidemment, il y aura plein de cas individuels. Alors la petite entreprise, elle se sent menacée à partir du moment où on dit on ne peut plus licencier une fois que c'est embauché, quoi qu'il arrive. Bon, mais c'est pour ça qu'il faut après discuter de quel rapport dans la société on met en place. Et c'est pour ça que nous, on discute d'une sécurité sociale qui permet de répondre collectivement à ce problème-là. Mais que ce ne soit pas la petite entreprise ou le tout petit patron qui soit là à dire qu'est-ce que je fais, comment je fais. Bon. Mais c'est vrai que ça veut dire que c'est compliqué parce que ça veut dire qu'on sort des rapports actuellement tels qu'ils sont. Des rapports sociaux qui sont comme ça, qui sont déterminés de cette manière-là. Donc nous, on essaie de remettre en cause ça. Donc après, même concrètement, c'est toujours très difficile parce que comment on fait? Mais ça suppose toujours pareil que partout, la population, elle prenne ses affaires en main, qu'elle discute et puis que toutes ces choses-là puissent être discutées collectivement et qu'on soit plus dans un rapport où un patron décide de tout. Et c'est ça qu'on trouve pas normal. Même une petite entreprise, on va pas dire... On va passer à l'autre thème. Je vous prie de m'excuser, mais effectivement, le temps nous est compté. On va parler maintenant de sécurité, Monsieur Philippe Poutou, et on va donner la parole à Malika Mansouri, qui est donc psychologue clinicienne. Bonjour. Alors la sécurité, c'est quelque chose qui est très présent dans vos propositions, du côté notamment du désarmement de la police.
Cette question m'interroge vraiment parce que si on désarme la police sans désarmer les criminels, comment proposez-vous d'assurer la sécurité des Français? Ça, c'est la première question. Et dans le même ordre, je dirais que vous vous intéressez aussi beaucoup à la jeunesse, et moi aussi. Et la jeunesse des quartiers, des banlieues, des quartiers populaires, en l'occurrence, sont très vulnérables du fait même des risques inhérents à la banlieue elle-même et de ses précarités multiples. Pour cette jeunesse, en l'occurrence, comment la préserver? Comment peut-elle se sentir protégée, du coup, par la police ou autre, quand il y a la violence au centre du quotidien. En l'occurrence, je pense particulièrement à Théo. Là, pour le coup, on peut désarmer la police. Quelles armes, là, on en parle très peu, on en parle trop peu. À l'instar de Ziad Benna et Bouna Traoré, par exemple, mais à l'époque, il y a eu des émeutes longues, 3 semaines d'émeutes. Est-ce que c'est les courtes émeutes de cette fois-ci qui font qu'on ne parle plus trop de Théo? Comment pensez-vous assurer la sécurité de la jeunesse des banlieues? Justement, nous, on ne dit pas sécurité des Français. Enfin, la formulation que vous avez au début, nous, c'est la question de la population. Parce que quand on parle des Français, alors c'est vrai qu'on est dans une présidentielle, que c'est la République française, mais nous, on ne veut pas discuter comme ça, parce que c'est toujours... c'est ambigu, même très problématique, parce que c'est comme si on s'occupait que des Français, et puis qu'après, tous les étrangers, les migrants, tout ça, ça ne faisait pas partie du problème. Donc nous, on pense que c'est la population qui vit en France. De la même façon, qui voudrait vivre en France. On parle d'émeutes, on pourrait aussi parler de révolte. Oui, oui, bien sûr. Ouais, les mots ont des fois des connotations. Alors, émeute, entre guillemets, c'est le thème, c'est le mot par lequel les gens reconnaissent les événements. Moi, j'en ai parlé comme de révolte, évidemment, et les jeunes préfèrent ça, effectivement. Ouais. Donc la sécurité, alors toujours la sécurité, c'est toujours un côté très ambigu aussi, parce qu'on voit la criminalité, la délinquance. Nous, on discute de sécurité au sens beaucoup plus large, c'est protection sociale, comment on peut vivre normalement, décemment dans une société. Donc il n'y a pas que le rapport à la violence, de la délinquance, tout ça, c'est aussi tout simplement la sécurité par rapport à l'emploi, par rapport à donc des services publics. Enfin, nous, tout ça, ça fait partie de cette question-là. Donc la question du désarmement de la police, alors nous, on n'a aucune hésitation là-dessus, on défend même ça fièrement. C'est que nous, on pense qu'effectivement, il faut désarmer la police. La police qui est au contact de la population, la police qui quadrille les quartiers populaires notamment, la police qui est dans la rue. Nous, on n'a aucune hésitation là-dessus. On est dans un engrenage de violence. On voit bien que plus la police est armée, plus il y a de policiers, plus ils demandent des armes, en plus ils veulent des armes en dehors du service. Et puis maintenant, c'est la police municipale qu'il faudrait armer. C'est quand même pas compliqué à imaginer les conséquences, où on va avoir une société de plus en plus violente, de plus en plus de bavures, de plus en plus de dérapages, de plus en plus de drames. Il n'y a pas photo là-dessus. Et en plus, ça permet, dans cette politique-là, ça permet de stigmatiser encore plus une partie de la population, comme si finalement le danger, comme si le problème, il venait vraiment d'une violence qui viendrait d'en bas, qui viendrait de quelque part, des chômeurs. Est-ce que vous êtes pour le retour de la police de proximité? Ouais, mais même plus que ça, parce que la police de proximité, ça voudrait dire que la police pourrait jouer un rôle. Nous, on pense plutôt que c'est de l'éducation, enfin des éducateurs, des associations, c'est des services publics, c'est tout ça. Nous, on pense que c'est d'ailleurs là qu'il faut recruter, c'est ça qu'il faut développer, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une société qui produit de plus en plus de chômage et de précarité, donc logiquement, de plus en plus de gens qui sont, il faut qu'ils se démerdent pour vivre. Donc après, du coup, on a ce qu'on pourrait appeler la petite délinquance et tout ça. Encore, c'est pas automatique, mais c'est vrai que c'est aussi en lien avec une crise qui s'approfondit. Et donc, du coup, la réponse, c'est taper ou c'est réprimer ce qui se développerait là, alors que ça, c'est la conséquence d'une société où il y a de plus en plus de chômage et de pauvreté. Donc, en fait, il faut d'abord répondre socialement. Donc, c'est question de développer les services publics, c'est question d'embaucher. Et puis, en fait, c'est aussi de dire que la véritable violence, c'est pas celui qui deal, c'est pas celui qui va discuter fort en bas dans les cités et qui va faire chier tout le monde avec ses mobylettes et tout ça. La véritable violence, c'est finalement imposer une société où on n'a pas de boulot, où les gens sont exclus, où les jeunes sont exclus. Et encore, si on est arabe, si on est musulman, si on est noir, on est encore plus exclus parce qu'on trouvera moins facilement du boulot, moins facilement un logement correct. Donc c'est tout ça la violence, et c'est arriver à discuter de ça. Donc la réponse du coup, c'est une réponse sociale, c'est une réponse politique, et c'est certainement pas cet engrenage de violence. Et c'est pour ça
ça que nous, on n'a aucune hésitation là-dessus. Et même de ce côté-là, on pourrait presque comparer dans des situations dans d'autres pays où la police est moins armée, moins présente. Hein, il y a l'Angleterre, on cite souvent cet exemple-là, l'Angleterre, mais même y compris Norvège ou Suède, où on n'a pas, pour l'instant en tout cas, cet engrenage-là. Et du coup, c'est pas les mêmes rapports avec la population. Et à l'envers, on a l'exemple d'une police surarmée, surprésente, surviolente aux États-Unis, où et en fait, à aucun moment, la criminalité n'a diminué, à aucun moment, les choses se sont arrangées. Au contraire, c'est même des dizaines de morts à l'année, enfin des centaines de morts, je crois, à l'année. Donc voilà, c'est ça. Et nous, c'est essayer de répondre à cet engrenage-là qui est très dangereux et surtout de politiser le problème et de discuter qu'il y a un système économique, enfin, il faut s'en prendre aux racines du problème. On va écouter de nouveau Malika avant de donner le micro à Mama. Oui, juste un détail, enfin un détail important pour moi, c'est que la violence, elle n'est pas seulement réelle, elle est aussi symbolique, et elle est dans le discours des politiques souvent, notamment, de qualifier ces enfants, je disais français parce qu'ils sont français, ceux dont je parle là dans les quartiers populaires, ça déjà, c'est un terme qu'il faudrait discuter, mais ces Français qu'on qualifie régulièrement, quotidiennement, de Français d'origine X ou d'origine étrangère sur plusieurs générations, ça c'est une violence symbolique, c'est quelque chose qui pourrait être traité de quelle manière pour vous ? Ouais, déjà c'est dénoncer ou en tout cas expliquer ce qui se passe ou dénoncer ce qui se passe. Là, il y a des sociologues qui discutent de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, la répression policière, elle a aussi un fond raciste, un racisme d'État, de traiter une partie de la population comme c'est les restes du colonialisme aussi. Et donc il y a un ennemi, et l'ennemi c'est les pauvres. Et les pauvres, comme par hasard, c'est évidemment, enfin souvent ceux qui sont d'origine étrangère, ceux qui sont des anciennes colonies françaises. Et donc là, il y a cette façon de montrer du doigt aussi, et puis le problème il viendrait de là, et tout le temps de là. D'ailleurs dans les prisons, enfin ça c'est ce que vous dites, d'ailleurs les courants politiques réactionnaires comme l'extrême droite, tout ça, qui disent regardez en prison il n'y a que des Arabes ou des Noirs, la preuve que la délinquance elle vient de là, donc, et c'est vrai qu'il y a ces parallèles qui sont faits, qui sont très dangereux. Donc c'est pour ça que nous on essaie de discuter de politique, enfin de la société telle qu'elle fonctionne, et donc faire face à cette violence-là, c'est poser les problèmes d'une population qui se défend elle-même contre les violences policières, mais contre les violences de la crise. Et c'est vrai que la société, elle est violente, pas uniquement parce qu'il y a des policiers qui frappent, qui tirent à vue des fois sur des jeunes, elle est violente parce qu'on est surexploité, parce qu'il y a du chômage. Le chômage, c'est violent. Condamner des gens à la précarité, c'est violent, des bas salaires. Faire disparaître des bureaux de poste, des services publics, c'est aussi violent parce que c'est finalement une population qui est de plus en plus démunie. Donc c'est pour ça que nous, on discute de cette violence-là et la réponse, c'est comment discuter. Là, vous parliez des émeutes ou des révoltes. Nous, on pense qu'il faut se révolter, qu'il faut se mettre en colère collectivement, qu'il faut se battre ensemble pour changer les choses. On va rester sur les prisons. Vous aviez évoqué les prisons et justement, Mama a une question sur le système carcéral français. Alors juste avant d'avoir une question, je souhaiterais juste rebondir rapidement, Mama. Très rapidement. Ouais. C'est vrai que Monsieur Poutou, vous parlez énormément de droits, mais je trouve que vous ne parlez pas du tout assez de devoirs. On parle énormément de prévention, mais on ne parle pas de répression. Et c'est l'éducatrice spécialisée qui parle, mais je pense qu'effectivement, les jeunes et nos jeunes en banlieue aussi ont besoin de limites. Et je pense que c'est important justement de resituer le rôle de chacun. Parce que vous n'avez pas répondu à la question du désarmement, mais du coup, quelle alternative proposez-vous? C'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Moi, je fais aussi le distinguo entre les différentes forces. La police municipale, la nationale, la BAC. Et du coup, c'est vrai qu'on ne distingue pas finalement. Parce que les armes, elles n'ont pas vocation à blesser à la base. La police, elle n'est pas là pour blesser la population, elle est là pour la protéger. Et c'est vrai que bavure, il y a. Moi, je pense qu'il faut après essayer de comprendre le comment, le pourquoi. Et lorsqu'il y a bavure, les sanctionner. Je suis très au clair avec ça. Mais c'est vrai que ça m'embête un petit peu, en fait. Dans la profondeur, je trouve qu'on ne pousse pas la réflexion assez loin. Un manque de nuance, selon vous? Je trouve. Après, sur la question de la sécurité, du coup, ma question, elle était plus au niveau du système carcéral actuel. Qu'est-ce que vous en pensez du système carcéral français et quels sont vos projets et vos mesures? Alors, juste avant, on ne pense pas que c'est des bavures. On pense que la police, elle n'est pas là pour protéger la population en réalité. La police, c'est un organe de répression. Voilà. Donc c'est aussi une arme, un outil pour l'État pour réprimer. Alors après, c'est vrai que la police, du coup, elle a des rôles des fois utiles, évidemment. Quand il s'agit notamment des violences faites aux femmes, on est bien content que la police intervienne pour calmer le mari qui tape, qui casse tout. Ça, c'est sûr. Mais en règle générale, la police, elle n'est pas là pour ça.
C'est d'ailleurs pas un hasard si on va jamais chercher un fillon, les menottes aux mains. C'est pas un hasard si on n'arrête jamais un patron qui respecte pas le code du travail. Ça n'arrive jamais, ça. Les CRS n'interviennent jamais contre les riches, contre les possédants. C'est toujours les pauvres qui prennent sur la gueule. C'est toujours sur eux qu'on tire. C'est toujours eux qu'on gaze. Donc la police, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour maintenir l'ordre républicain. Et l'ordre républicain, c'est pas la démocratie. C'est l'ordre des possédants contre les pauvres. Et un pauvre, c'est bien quand il se tait. Voilà. Et par contre, quand un pauvre se relève la tête, se révolte, là, on frappe dur. Donc c'est ça la police. La police, l'armée, la justice, c'est ça. Donc après, du coup, à côté de ça, il peut y avoir évidemment un rôle utile et on voit que tout n'est pas si simple que ça. Et on ne dit pas non plus que tous les policiers, ce sont des affreux qui sont prêts à taper sur des jeunes et tout ça. Mais ceci dit, c'est comme ça le rôle de la police. Donc après, de ce côté-là, c'est pour ça que la réponse politique, nous, on est assez concret, c'est que oui, il faut désarmer, il faut même dissoudre certaines brigades de police. Peut-être que Mama veut vous répondre peut-être un petit peu. On va l'entendre. On peut débattre. Oui, mais bon, voilà, c'est l'idée. Non, mais vous avez votre positionnement. Nous sommes en démocratie, donc j'ai pas de problème avec vos opinions, Monsieur Poutou. Entendez aussi les miens de positionnement. Et c'est vrai que moi, Monsieur Poutou, sincèrement, votre discours, il est dangereux, à mon sens. Et j'utilise volontairement ce terme-là. Parce qu'aujourd'hui, en banlieue, c'est très compliqué, justement, de faire comprendre aux jeunes qu'ils sont considérés et qu'ils sont citoyens à part entière. Ils sont français. Aujourd'hui, en France, on est censé protéger. La police est là pour nous protéger. Je ne peux pas vous accepter, en fait, d'entendre que la police, elle n'est pas là pour nous protéger et qu'elle est là pour autre chose. C'est pas possible. C'est pas la réalité. Parce que lorsqu'on est agressé, lorsqu'on se fait menacer, lorsqu'on a des soucis, la première personne qu'on appelle, ça va être la police. Et ça, on va aller en banlieue, on demande à n'importe qui, il nous répondra, si j'ai un souci, j'appellerai la police. Ils le savent. Maintenant, effectivement, il y a plein d'autres choses autour qui posent problème. Je l'entends, vous avez parlé tout à l'heure de l'affaire Théo, on pourrait parler de plein d'autres exemples, de l'affaire de Ziad Ebouna, vous en avez parlé également. C'est des situations, effectivement, c'est des exemples concrets, parlants, qui aujourd'hui inquiètent en banlieue. Mais on ne doit pas le résumer aujourd'hui à la banlieue contre la police, ou les jeunes de quartier contre la police, c'est pas possible. Et justement, moi c'est ça, la violence, elle est là pour moi. Je trouve ça extrêmement violent. Et je commence à en avoir assez, en fait, de ces discours hyper arrêtés, hyper tranchés, sur le fait qu'on doit pertinemment être en guerre. C'est pas la réalité. En tout cas, c'est pas la mienne, c'est pas celle de banlieue dans laquelle je travaille et avec laquelle je. On va pas parler de guerre non plus entre les. Non. Il y a 15 jeunes qui meurent par an. Hein. Après, voilà, on peut très bien dire à partir de quand il y a un problème politique qui est posé, mais il y a quand même des jeunes qui meurent et voilà, c'est le quotidien aussi. Et au-delà de morts de jeunes, il y a quand même une véritable répression policière au quotidien. Le contrôle aux faciès, enfin, les intimidations, les insultes, enfin, c'est une réalité quand même. C'est pas. Alors après, moi, c'est le problème des devoirs ou des droits, mais le problème c'est qu'on nous apprend depuis qu'on est tout gamin, là je dis on, parce qu'on peut discuter des quartiers populaires, mais on peut discuter de partout, quand on est prolé tout ça, toute notre vie, on nous fait comprendre qu'on a des devoirs. Mais moi je pense qu'on a intérêt à discuter d'abord des droits qu'on doit avoir, de faire respecter des droits, parce qu'on s'aperçoit que les politiciens, les gouvernements qui nous expliquent qu'il faut des devoirs, eh bien eux-mêmes ne les respectent pas. Et c'est ça le problème profond dans la société, c'est qu'en fait comment expliquer à des jeunes qu'il faudrait pas voler, qu'il faudrait se tenir à carreau, qu'il faudrait dire bonjour, au revoir, quand on a des politiciens comme on a aujourd'hui, quand on a une société qui est même pas capable d'assurer une vie décente pour l'ensemble de la population. Donc c'est dans ces rapports-là, dans une société qui est capable de produire autant de pauvreté, autant de misère, autant de violence, eh bien c'est quand même pas possible de faire la leçon à tout le monde. Donc c'est pour ça que le problème premier qui est posé quand même, c'est le droit. Il faut discuter du droit, de l'égalité du droit, il faut discuter du combat contre les discriminations, contre le racisme, contre tout ça, parce que c'est sur ce terrain-là qu'on pourra construire une société où on se respectera mutuellement. Sinon, Malika, vous avez beaucoup de choses à dire aussi au sujet des violences et de la sécurité. On vous redonne la parole. Moi, je voulais juste nuancer un petit peu le propos. C'est-à-dire que dans la rencontre avec la jeunesse dans les banlieues, pour la plupart, ils ne vont pas voir la police quand ils ont un problème. Ah, non. Ils ne vont pas voir la police parce qu'ils... Oui, mais ils ne vont pas majoritairement voir la police. Vous avez fait une enquête, hein, c'est ça, auprès de ces jeunes? Oui, tout à fait, parce qu'ils en ont peur et la peur circule. Même si, au premier abord, on aperçoit d'abord la violence, il y a la peur qui domine. Hein. Mais est-ce que vous ne pensez pas, justement, que cette peur-là, elle est des deux côtés? Je vous en prie, Malika. Est-ce qu'on ne pense pas ça? C'est pour ça que je parlais d'affrontement. Moi, je pense que la peur, elle est des deux côtés, et c'est ça le problème de fond. Je ne dis pas aujourd'hui qu'en banlieue, il ne se passe rien. Je ne peux pas dire ça. J'y suis quotidiennement. Je sais qu'il y a des bavures, qu'il se passe des choses, et qu'effectivement, les jeunes ont peur. Ziad Ebouna, ce qui les a fait courir, c'est la peur, justement, de l'uniforme. Et c'est bien ça, justement, que je regrette. Et c'est pour ça que je dis les mots sont importants.
surtout de la part de politiques, et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, on ne se doit pas en tout cas de tenir ce genre de propos, de dire la police elle n'est pas là pour nous protéger. On doit pas faire ça, parce que c'est grave, parce que les gens nous écoutent et qu'on a aussi une responsabilité morale à ce niveau-là. On vous a entendu, Malika, merci. Sur la prison, je réponds vite fait sur la prison. Oui, parce exactement, que oui, voilà, c'était la question. Justement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une surpopulation dans les prisons, donc il y a des conditions de vie déplorables pour l'ensemble des prisonniers, et on voit aussi que les conditions de travail sont très dégradées pour les gardiens de prison, puisqu'ils sont en train aujourd'hui d'être en mouvement et de faire grève et tout ça. Et donc là-dessus, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont rien à faire dans la prison. Parce qu'en fait, le remplissage des prisons ces dernières années, c'est pas qu'il y a la criminalité qui augmente, c'est en réalité, les chiffres de la criminalité, visiblement, ils seraient plutôt en train de descendre un peu. Mais par contre, c'est les petits délits qui augmentent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une répression, et c'est là aussi, c'est en lien avec tout le reste, c'est qu'en fait, il y a une logique de répression qui est mise en place. Et donc, il y a des petits délits qui sont de plus en plus concernés. Et beaucoup de gens, et je crois que c'est un nombre très important de prisonniers, ce sont ceux qui sont en préventif, ce sont ceux qui ne sont pas encore jugés. Et c'est souvent les petits délits, alors c'est même des fois des délits de la circulation, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner tout ça, mais nous on pense que la réponse c'est pas la prison. Et donc déjà pour un premier truc, ce serait de faire sortir des tas de gens qui n'ont rien à y faire. En plus on sait par expérience, des tas de sociologues, enfin il y a pas mal de travail qui ont été faits pour dire que la prison elle arrange rien du tout. Les gens qui y rentrent, ils en ressortent pas mieux, pas plus intégrés, et donc il y a la question de l'intégration, donc la question sociale, et la question du travail et tout ça, et la question du type de solution qu'on donne. Et c'est vrai que nous on est là aussi, alors à la fois pour ça fait un lien aussi sur la question de l'armement de la police et de la dissolution de certains corps de policiers. En même temps, on voudrait que la justice, elle traite les problèmes différemment. Et donc, en fait, c'est faire qu'il y ait un autre type de sanction, un autre type de discussion, mais certainement pas mettre des gens comme ça en prison quand encore une fois, rien à y faire. Alors, peut-être, avant de continuer... Je voulais dire que pour une fois, j'étais d'accord. Je pense que c'est important. Je vous laisse l'occasion de le dire. Alors, du coup, maman... Je suis, pas surtout, bien entendu, monsieur Poutou, ce serait trop simple. Mais c'est vrai que, non, sur le fond, je suis assez d'accord. Effectivement, il n'y a pas assez d'alternatives à la prison. On devrait le favoriser, notamment surtout pour les mineurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la prévention, et je le dis tout le temps, la répression est vaine si elle ne s'accompagne pas de prévention. À mon sens, c'est réel. Mais sur les places de prison aussi, je pense qu'il faut rajouter aussi des prisons. Et vous avez raison, à l'intérieur des prisons, il va falloir faire des propositions concrètes. Parce qu'il ne faut pas juste mettre des gens en prison pour les mettre en prison. Il faut travailler la question de l'insertion sociale et professionnelle dès l'incarcération et ne pas attendre justement que les gens rentrent dans un espèce d'engrenage où ils sont en prison, où ils cogitent, où la plupart rentrent, se mettent à fumer ou d'autres choses, et donc du coup ils sont encore plus dépressifs qu'avant leur entrée, et donc pour la sortie c'est extrêmement compliqué à travailler. Donc sur ça je tenais quand même à vous dire que je vous rejoins. Merci maman, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. Merci.